Dans l'obscurité suffocante des îles Salomon, le soldat Robert Young-Deer du 164e régiment d'infanterie vérifie son fusil M1 Garand une dernière fois. Son unité était arrivée sur l'île seulement 11 jours plus tôt, le 13 octobre 1942, devenant la première formation de l'armée américaine à s'engager dans des opérations offensives contre les Japonais. En position aux côtés de Marines encore armés de fusils Springfield à verrou, les soldats du 164e serrent leurs armes semi-automatiques, 8 balles chargées dans chaque clip. À travers l'humidité oppressante et le vacarme des insectes nocturnes, vient un son qui glace le sang de chaque soldat américain. Des milliers de troupes japonaises commençant leur charge, hurlant « Banzai !» et « Totsugeki !» à plein poumon. Parmi les forces attaquantes, le lieutenant Kenji Yamamoto du 29e régiment d'infanterie mène son peloton en avant. Son fusil Arisaka type 38, avec son canon exceptionnellement long de 31,4 pouces, se révèle encombrant dans la végétation dense. Le magasin interne de 5 coups a été chargé de munitions Arisaka de 6,5 par 50 mm. Chacune nécessite qu'il actionne le verrou, en haut, en arrière, en avant, en bas. Derrière lui, certaines troupes plus récentes portent le fusil type 99 chambré en 7,7 x 58 mm, plus puissant, mais toujours à verrou, toujours limité à 5 coups avant de recharger. Ce qui va se passer dans les 12 prochaines heures de combat sauvage démontrera pourquoi l'infanterie américaine possédait un avantage écrasant en puissance de feu que les Japonais n'avaient jamais anticipé. L'écart technologique entre le M1 Garand semi-automatique et les fusils Arisaka à verrou allait se révéler aussi décisif que n'importe quelle doctrine tactique. Le M1 Garand émergea de l'esprit du concepteur canado-américain John Cantius Garand, qui commença son travail à l'arsenal de Springfield en 1919. Après 17 ans de développement, de tests et de perfectionnement, l'armée américaine adopta officiellement son design le 9 janvier 1936, faisant de l'Amérique la première nation à délivrer un fusil semi-automatique comme équipement standard à ses forces d'infanterie. Le fusil tirait la puissante cartouche Springfield .30-06, lançant un projectile M2 de 150 grains à 2800 pieds par seconde depuis son canon de 24 pouces, générant 656 pieds-livres d'énergie à la bouche. Le génie du design de Garand résidait dans son système de verrou rotatif actionné par gaz. Une petite portion de gaz propulseur était captée d'un port près du canon, entraînant une tige d'opération qui cyclait l'action automatiquement. Chaque pression sur la gâchette tirait un coup, le gaz éjectant automatiquement la douille usée et chambrant la prochaine balle sans aucune intervention manuelle du tireur. Un soldat entraîné pouvait tirer avec précision entre 40 et 50 coups visés par minute, comparé aux 15 à 20 coups par minute réalisables avec un fusil à verrou. Le clip en bloc de 8 coups inséré par le haut dans le magasin fixe pouvait être rechargé en moins de 3 secondes par un tireur expérimenté. Les fusils Arisaka traçaient leur lignée au design original type 30 du colonel Nariakira Arisaka de 1897. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises déployaient principalement 2 variantes. Le type 38, adopté en 1905, et le type 99, introduit en 1999-1939. Le type 38 tirait la cartouche semi-cerclée de 6,5 par 50 mm avec une balle de 139 grains à 2500 pieds par seconde, générant environ 1 650 pieds-livres d'énergie. Le type 99 utilisait la cartouche plus puissante de 7,7 x 58 mm, tirant une balle de 182 grains à 2400 pieds par seconde, avec 2300 pieds-livres d'énergie. Les 2 variantes Arisaka étaient des fusils à verrou avec des magasins internes de 5 coups, chargés via des clips stripper de 5 coups. La longueur de canon exceptionnelle du type 38, de 31,4 pouces, en faisait l'un des fusils d'infanterie les plus longs jamais déployés, contribuant à une excellente précision à longue portée, mais se révélant extrêmement encombrant dans le combat de jungle où les distances d'engagement dépassaient rarement 100 yards. La disparité industrielle entre l'Amérique et le Japon devint brutalement apparente dans les chiffres de production de fusils. Entre 1936 et 1945, les usines américaines produisirent environ 5,4 millions de fusils M1 Garand. L'arsenal de Springfield mena la production avec 3,5 millions de fusils,
tandis que Winchester Repeating Arms Company contribua à 513 880 fusils. La production de pointe à l'arsenal de Springfield atteignit 1000 fusils par jour en janvier 1944. Cette production massive assura que virtuellement chaque soldat d'infanterie et marine américain dans le Pacifique portait le fusil semi-automatique à la mi-1943. La production japonaise présentait un tableau radicalement différent. De 1905 à 1945, le Japon fabriqua environ 3 millions de fusils type 38 à travers plusieurs arsenaux. La production du type 99 de 1939 à 1945 atteignit environ 3,5 millions d'unités. Malgré ces nombres substantiels, totalisant plus de 6 millions de fusils, le Japon n'atteignit jamais les taux de production nécessaires pour moderniser complètement ses armes d'infanterie. L'action semi-automatique du M1 Garand fournissait de multiples avantages tactiques au-delà du simple taux de tir. Après chaque coup, le soldat maintenait son image de visée et son appui de joue, tandis que le fusil cyclait automatiquement. Cela signifiait une réacquisition de cibles plus rapide et des coups de suivi plus précis. Un soldat entraîné pouvait recharger en moins de 3 secondes, contre 5 à 7 secondes pour un utilisateur compétent travaillant avec des clip strippers sur un fusil à verrou. Les fusils Arisaka, malgré leur construction robuste et leur précision théorique, souffraient de limitations inhérentes à l'opération à verrou, qui devenait critique dans le combat du Pacifique. Après chaque coup, le soldat devait manuellement cycler le verrou à travers 4 mouvements distincts. Rotation de la poignée vers le haut, traction complète vers l'arrière pour extraire et éjecter la douille usée, pousser en avant pour arracher une nouvelle balle du magasin et la chambrer, puis rotation de la poignée vers le bas pour verrouiller. Ce processus brisait la position de tir du tireur, perturbait l'alignement de visée et nécessitait 2 à 3 secondes, même pour un soldat bien entraîné. Lorsque le 164e régiment d'infanterie arriva à Guadalcanal le 13 octobre 1942, ils apportèrent avec eux quelque chose que les Marines voulaient désespérément: des fusils M1 Garand. Les Marines, encore armés principalement de fusils Springfield M1903 à verrou, regardaient avec un mélange d'envie et de scepticisme, alors que les soldats de l'armée déchargeaient leurs armes semi-automatiques. Lors de la bataille climatique pour Henderson Field du 24 au 25 octobre 1942, les avantages devinrent indéniablement clairs. Le soldat de première classe James Cass de la compagnie M 164e d'infanterie rappela plus tard « Les Japs venaient à nous par vagues, à peine visibles dans l'obscurité sauf pour le reflet de leurs baïonnettes. Avec nos Garands, nous pouvions mettre 8 balles en eux avant qu'ils ne couvrent 30 yards. Chaque homme était comme une section de mitrailleuse. Nous tirions, le fusil cyclait lui-même, et nous tirions à nouveau. Pas d'actionnement de verrou, pas de rupture de notre image de visée. Juste presser, boum, presser, boum, 8 fois avant de recharger. Le marine Robert Leakey, qui écrirait plus tard le mémoire « Helmet for my pillow », observa les troupes de l'armée en action. Nous pensions qu'ils étaient verts, ces fantassins avec leurs fusils nouveaux. Mais quand les Japs chargèrent, ces Garants parlèrent avec une voix que nous n'avions jamais entendue auparavant. C'était comme un rugissement continu, pas le craquement sporadique de nos Springfield. Le sergent Masao Watanabe du 29e régiment d'infanterie, 2e division Sendai, survécut à l'offensive d'octobre à Guadalcanal. Dans son mémoire d'après-guerre découvert dans les archives militaires japonaises, il écrivit « On nous a dit que les Américains étaient mous, que notre esprit Yamato surmonterait leurs avantages matériels. Nos officiers nous assuraient qu'un soldat japonais valait 10 Américains. Mais quand nous avons chargé leur ligne cette mi-d'octobre, c'était comme courir dans un mur de plomb. Chaque soldat américain semblait avoir une arme automatique. Nos fusils Arisaka, que nous opérions de la même manière que nos pères lors de la guerre russo-japonaise, semblaient des antiquités. Nous tirions une fois, actionnions le verrou en prenant couvert, puis tirions à nouveau. Dans le même temps, les Américains avaient déjà tiré 4 ou 5 balles. Au niveau de l'escouade, l'avantage du M1 Garand devenait encore plus prononcé. Une escouade de fusiliers américaines de 12 hommes, armés de 10 M1 Garand et 2 fusils automatiques Browning, pouvait délivrer 400 à 500 coups visés par minute en tir soutenu. Une escouade japonaise comparable, avec des fusils Arisaka, pourrait gérer 150 à 180 coups par minute, en supposant des soldats bien entraînés gérant la vitesse maximale d'action à verrou. Cette disparité altéra fondamentalement les tactiques des petites unités. Les escouades américaines pouvaient effectivement conduire le feu et la manœuvre avec une équipe de tir posant un feu suppressif pendant qu'une autre avançait.
Le volume de tir semi-automatique précis pouvait garder les têtes ennemies baissées, permettant aux forces américaines de fermer et de détruire les positions japonaises. Les escouades japonaises, limitées par leurs fusils à verrou, luttaient pour générer suffisamment de feu suppressif tout en maintenant la mobilité. À Saipan, en juin 1944, la plus grande charge Banzai de la guerre du Pacifique vit plus de 3000 soldats japonais assaillir les lignes américaines dans une attaque pré-aube désespérée. Le caporal John Miller rappela « Les Japs venaient à nous épaule contre épaule, hurlant comme des banshees. Nos garants n'arrêtaient jamais de tirer. Aussi vite que nous pouvions presser la gâchette, nous tirions. Le ping des clips vides éjectés était constant, comme une musique mortelle. Les Japs, avec leurs actions à verrou, ne pouvaient pas égaler notre volume de feu. Ils tiraient un coup, peut-être deux s'ils avaient de la chance, avant que nos semi-automatiques ne les abattent. Les mathématiques de la puissance de feu révélaient un avantage américain écrasant. Le M1 Garand, tirant des munitions M2, délivrait 2656 pieds-livres d'énergie à la bouche. Avec un soldat entraîné tirant 40 coups par minute, cela se traduisait en 106 240 pieds-livres d'énergie délivrés par minute. Un Arisaka type 99 à verrou tirant la munition de 7,7 mm avec 2300 pieds-livres par coup, à un taux pratique de 15 coups par minute, délivrait seulement 34 500 pieds-livres par minute, moins d'un tiers de la production d'énergie du M1. Des documents militaires japonais capturés tout au long de la guerre révélaient une conscience croissante de la supériorité de la puissance de feu américaine. Un rapport du lieutenant-général Harukichi Yakutake, commandant la 17e armée à Guadalcanal, déclarait en novembre 1942 « Le tir de fusil ennemi a une densité et une précision au-delà de nos attentes. Chaque soldat ennemi semble être armé d'une arme automatique. Nos forces ne peuvent pas atteindre la supériorité de feu, même avec un avantage numérique. » En 1944, la doctrine tactique japonaise avait évolué pour reconnaître la supériorité matérielle américaine. Les instructions pour la bataille décisive, émises aux défenseurs des îles Mariannes, déclaraient « Les fusils automatiques et les mitrailleuses de l'ennemi créent un mur de feu impénétrable en plein jour. Toutes les attaques doivent être conduites la nuit ou sous couvert de mauvais temps. Le mouvement diurne invite à l'anéantissement. » Le lieutenant-général Tadamichi Kuribayashi, le brillant défenseur d'Iwo Jima, écrivit en janvier 1945 « Les fusils automatiques américains sont des armes remarquables. Chaque soldat possède une puissance de feu égale à 3 ou 4 de nos fusiliers. Nous ne devons pas gaspiller des vies dans des charges Banzai futiles contre une telle puissance de feu. » Les Japonais firent plusieurs tentatives pour augmenter la puissance de feu de l'infanterie. Le pistolet mitrailleur type 100, introduit en 1942, était destiné à fournir une capacité de tir automatique. Cependant, la production n'atteignit qu'environ 27 000 unités à la fin de la guerre, insuffisant pour faire une différence stratégique. Plus révélateur fut l'effort japonais pour copier le M1 Garand lui-même. Lorsque les forces américaines capturèrent l'arsenal naval de Yokosuka en 1945, ils découvrirent le programme du fusil type 4. Les ingénieurs à Yokosuka avaient rétroconçu des M1 Garand capturés, modifiant le design pour utiliser les munitions japonaises de 7,7 mm. Cependant, l'industrie japonaise se révéla incapable de produire en masse ce design complexe. Bien qu'ils aient fabriqué des pièces pour environ 250 fusils, seulement 100 à 125 avaient été assemblés en armes complètes. Le programme Type 4 révéla que les ingénieurs militaires japonais comprenaient pleinement les avantages du M1, mais manquaient de l'infrastructure industrielle pour le produire en nombre significatif. La bataille d'Okinawa, d'avril à juin 1945, fournit le test ultime de la puissance de feu américaine contre la détermination japonaise. Le 4 mai 1945, les Japonais lancèrent leur seule contre-offensive majeure de la bataille. 5000 soldats japonais attaquèrent les lignes américaines. L'attaque se brisa contre la puissance de feu américaine avec des pertes japonaises horrifiques. 4000 morts contre 714 pertes américaines. Le tir rapide de milliers de M1 Garand, soutenu par des armes automatiques et l'artillerie, créa des champs de mort où le courage japonais ne pouvait surmonter le désavantage matériel. L'évaluation du général George S. Patton du M1 Garand comme le plus grand instrument de combat jamais conçu n'était pas une hyperbole, mais un fait mathématique. Des jungles fumantes de Guadalcanal, où le fusil prouva d'abord sa valeur entre les mains de l'armée américaine, aux cendres volcaniques d'Iwo Jima, où les Marines l'utilisèrent pour briser les points forts japonais, le M1 Garand
se révéla être plus qu'un simple fusil. C'était une arme gagnant la guerre, qui donna aux forces américaines un avantage décisif dans le théâtre le plus brutal de la guerre, la plus terrible du monde.